Je vais vous raconter aujourd'hui, chers téléspectateurs, une histoire méconnue, injustement méconnue. C'est celle de la conquête de la Sibérie, entamée à partir du XVIe siècle. Le grand public cultivé est familier avec l'épopée de la conquête des Indes occidentales, celle de l'Amérique par les aventuriers espagnols que l'on sait, mais en revanche, on ignore le plus généralement ce que fut l'épopée des Cosaques qui ont donné à la couronne de Russie les immenses espaces sibériens, ce qui constitue évidemment un événement majeur dans l'histoire du monde, au moment où les navigateurs ibériques, espagnols et portugais décloisonnaient le monde et ouvraient à l'Europe des Outre-mer. Eh bien, ce sont d'immenses espaces continentaux vierges et inconnus qui allaient s'ouvrir à la conquête russe durant cette période. En fait, les choses ont commencé dès le XIe siècle, puisque les marchands de Novgorod, la grande cité commerçante du nord-ouest de la Russie, allaient faire des échanges avec les Iriennes, une population du nord-est de la Russie, dans une région frontalière de la Sibérie. Et quels échanges? Eh bien, évidemment, ils allaient acheter des fourrures. C'était le principal produit que pouvaient fournir ces régions au climat particulièrement rigoureux, des régions totalement inconnues et qui vont le rester pendant très longtemps. La Sibérie, c'est une immensité vierge avec quelques groupes de chasseurs, quelques groupes d'éleveurs de rennes au nord, mais une immensité vide et qui ne va commencer à être découverte qu'à partir du XVIe siècle. Et il faudra en fait plusieurs siècles pour que l'on commence à reconnaître sérieusement les 12 millions de kilomètres carrés, en gros, que représente cet immense espace. Au XIVe siècle, le grand-duc moscovite Ivan III va engager des campagnes contre les Vogouls, contre les Ougriens, des populations de la région, mais il n'a pas la liberté de s'engager à fond dans cette région parce que son principal ennemi à l'époque, ce sont les États ou les royaumes issus de la Horde d'Or, des royaumes turco-mongols qui menacent en priorité la Russie. Les victoires de Dimitri Donskoy, celles de Koulikovo notamment, n'ont fait qu'écarter le danger pendant un temps, jusqu'au XVIe siècle au moins. La poussée vers la Sibérie ne peut pas être en fait d'actualité. En 1552, Ivan IV le Terrible, qui fut un grand souverain, qu'il ne faut pas réduire à l'image un peu caricaturale que nous en a donné le célèbre film d'Eisenstein, c'est en 1552 qu'Ivan IV le Terrible s'empare de Kazan sur la Volga. C'est une date évidemment majeure, puisque cela va ouvrir une progression vers le sud et la prise de contrôle de l'ensemble du cours de la Volga jusqu'à Astrakhan, jusqu'à l'embouchure sur la mer Caspienne. Et à ce moment-là, les frontières de la Moscovie vont se trouver portées sur la Kama, affluent de la rive gauche de la Volga, et sur les pentes occidentales de l'Oural. L'Oural, longue chaîne méridienne de plus de 2000 km de long, qui s'étend du nord au sud, mais qui est à peu près partout aisément franchissable, qui ne constitue pas un véritable obstacle pour pousser plus à l'est, c'est-à-dire en direction de ce royaume de Sibir, dont le nom vient de celui d'une ancienne peuplade habitant la région, une ancienne tribu locale. Ce royaume de Sibir qui se trouve donc à l'est de cette chaîne de l'Oural. À l'époque même, le souverain de Sibir, Yadigar, va même accepter d'être le vassal d'Ivan IV le Terrible. Il va lui verser un tribut qui prendra la forme de peau de zibeline, évidemment, comme on pouvait s'y attendre, et contre ce tribut, eh bien, Ivan IV lui promet éventuellement sa protection. Mais le malheureux souverain en question va être vaincu et tué dès 1563 par un prince turco-mongol local du nom de Kouchoum, qui va être l'adversaire principal des Russes dans cette phase de poussée vers l'Est. Ce Kouchoum, il s'est bâti un royaume dans les bassins de l'Ob et de l'Irtych, qui est un affluent de la rive gauche de l'Ob, et il constitue
constitue effectivement une barrière pour la pousser plus à l'est. C'est à ce moment-là qu'une famille de marchands, les Stroganov, qui faisaient des échanges avec les populations d'au-delà de l'Oural, les Stroganov, qui sont des protégés d'Ivan IV, vont faire appel à des Cosaques qu'ils vont employer comme mercenaires pour lutter justement contre ce fameux Kouchoum. Dans le même temps, Ivan IV leur octroie une charte selon laquelle les terres qu'ils vont conquérir leur seront reconnues et ils seront en plus exonérés de toute taxe pendant 20 ans, ce qui va évidemment susciter des vocations chez les intéressés. En 1577, une première expédition est lancée à l'initiative des Stroganov contre Kouchoum, et celui qui la commande va jouer un rôle important dans toute cette aventure. C'est un certain Yermak Timofeyevitch qui est un personnage assez peu fréquentable d'ailleurs. Il vivait auparavant de piraterie sur la Volga, un personnage un petit peu à la marge, mais prêt à toutes les aventures. Ça nous rappelle certains des conquistadors contemporains en Amérique du Sud. Et ce Yermak, il va partir en 1580 vers l'est, s'emparer d'Isker, l'une des places fortes de Kouchoum. Il va remporter des succès de nouveau contre les Vogouls, qui vont payer désormais tribut. Il va remonter le cours de l'Irtych en 1564, et là, il va être surpris par Kouchoum et par ses hommes dans une embuscade, et il va être tué, peut-être noyé dans l'Irtych, on ne sait pas exactement. Apparemment, c'est un coup d'arrêt donné à l'expansion russe dans cette Sibérie occidentale, mais Fédor Ier, qui a succédé à Ivan IV, ne renonce pas du tout à la poussée vers l'Est. C'est tout à fait significatif. C'est une époque où la Moscovie est complètement enclavée, elle n'a pas de façade maritime ni sur la Baltique ni sur la mer Noire, simplement très au nord sur la mer Blanche, et donc c'est vers l'Est, vers le continent, l'espace continental qu'elle pousse en priorité son expansion. Et en 1585, le voïvode Mansourov va vaincre les Vogouls et les Ostiaks de nouveau révoltés, et ça va être le début d'une mise en place d'une série de forts, des ostrogs, des forts, des fortins, qui vont constituer autant de points d'appui pour la pénétration russe. Le premier, c'est à Tioumen, sur la Toura, et puis ensuite, en 1587, c'est l'ostrog de Tobolsk, au confluent de l'Irtych et d'une autre rivière qui s'appelle le Tobol. Et puis ensuite, en 1591, Kouchoum est définitivement vaincu sur les rives de l'Ichim. Il part, il échappe, il va se réfugier chez les Tatars Nogaï installés à proximité, mais ceux-ci finiront par l'assassiner. Ce qui veut dire que, en cette fin du XVIe siècle, eh bien, le Khanat de Sibir, qui constituait un obstacle, on l'a dit, à l'expansion russe, se trouve de fait annihilé. C'est le début de la Sibérie russe, c'est le début d'une histoire qui va conduire les Russes à occuper donc cet immense territoire qui a la dimension à lui tout seul d'un continent. Dans cette aventure, les Cosaques, nous avons déjà parlé de Yermak, les Cosaques vont jouer un rôle tout à fait décisif. Ce sont eux qui vont installer les fortins, les avant-postes qui vont permettre de quadriller progressivement l'espace. Ils vont s'installer sur le cours inférieur de l'Ob, le grand fleuve de Sibérie occidentale qui s'écoule en direction de l'océan Arctique. En 1600, ils atteignent d'ailleurs l'embouchure de ce fleuve, puis longeant la côte, ils vont atteindre l'embouchure de l'Ienisseï, grand fleuve de la Sibérie centrale, ils y sont à cette embouchure en 1603 donc. Au passage, ils vont soumettre les populations indigènes, les Samoyèdes, les Ostiaks, les Toungouzes, qui sont des populations peu organisées et bien incapables de résister durablement aux nouveaux venus. Et le pouvoir russe s'intéresse de plus en plus à ces terres nouvelles. Le tsar Michel Romanov, en 1637, va ainsi créer un conseil chargé des affaires sibériennes, mais derrière cet intérêt du pouvoir central
Pour la Sibérie, il faut bien se rendre compte que dans la quasi-totalité des cas, la progression russe sur ces terres sera le fait d'initiatives locales. Ce sont des groupes de Cosaques qui, descendant les fleuves, longeant les côtes de l'Arctique, vont pousser toujours plus loin vers l'est la pénétration russe. Ils vont fonder Yenisseïsk en 1619, Yakoutsk en 1632, nous sommes là sur le cours de la Lena, c'est-à-dire désormais en Sibérie orientale, nous sommes donc déjà très loin en cette première moitié du XVIIe siècle, et puis à partir de là, la progression va continuer dans plusieurs directions, au nord-est en direction du détroit qui deviendra plus tard le détroit de Bering, et en direction en même temps de la péninsule du Kamtchatka. Vers l'est, c'est la poussée en direction de la mer d'Okhotsk, qui est une mer annexe du Pacifique, et puis vers le sud-est, c'est la poussée en direction du fleuve Amour, le dragon noir des Chinois, qui va constituer également une cible, un objectif pour les Cosaques. À un moment où les choses ne sont pas forcément aussi simples, parce qu'une puissante dynastie vient de s'installer en Chine. En 1644, la dynastie Mandchoue succède à la dynastie des Ming, et c'est l'ouverture d'une période de puissance considérable pour la Chine. Il y a donc là un interlocuteur éventuellement difficile avec lequel il va falloir composer. En attendant, les Cosaques poursuivent leur reconnaissance, généralement en remontant ou en descendant les fleuves sur leurs kotchi, des embarcations avec lesquelles ils dirigent un petit peu dans toutes les directions. Ils parviennent à aborder dans de bonnes conditions un peu partout. Ils remontent ainsi, ils descendent la Lena, la Kolyma. Au passage, ils font des échanges, des fourrures bien sûr, mais aussi des défenses de morses qui sont très prisées à l'époque. Et ces diverses explorations, ces diverses reconnaissances font que dès 1648, un Cosaque du nom de Deshnev va franchir le détroit séparant l'Asie orientale de l'Amérique du Nord, ce détroit qui deviendra le détroit de Bering quand le navigateur danois Vitus Bering ira explorer ces régions pour le compte de Pierre le Grand près de trois quarts de siècle plus tard. En tout cas, le passage entre l'Arctique, l'océan Arctique et puis le Pacifique est déjà reconnu dès le milieu du XVIIe siècle. À peu près à la même époque, en 1649, une expédition partie de Yakoutsk va descendre la Lena et puis suivre les côtes, entrer dans les eaux du Pacifique et aller fonder la ville d'Okhotsk sur les bords de la mer du même nom. Quelques années plus tard, c'est la fondation d'Irkoutsk sur les bords du lac Baïkal. Des Cosaques engagés sur l'Ienisseï ont remonté le cours de ce fleuve, puis le cours de son affluent l'Angara, et ils sont arrivés comme ça au Baïkal, où a été fondé Irkoutsk, appelé à devenir la capitale de la Sibérie centrale. Plus loin vers l'est, dès 1654, donc tout cela se passe dans l'espace de quelques années, eh bien ce sont les rives de l'Amour qui sont atteintes par les Cosaques. Mais à ce moment-là, je l'ai dit, la puissance chinoise est à un très haut niveau, à l'époque de la dynastie Mandchoue. Dans le même temps, Pierre le Grand, à la fin du XVIIe, début du XVIIIe, va être retenu par la lutte à la fois contre les Ottomans, c'est l'époque où il parvient à s'emparer d'Azov, par la lutte également contre la Suède, c'est la fameuse guerre du Nord qui va lui ouvrir les rives de la Baltique. Résultat, il faut faire des concessions vers l'Est, et lors du traité de Nertchinsk, négocié en 1689, eh bien, la frontière entre la Russie et la Chine est placée sur les monts Stanovoï, c'est-à-dire assez loin vers l'ouest. Et lors du traité de Kyakhta, négocié lui en 1728, c'est encore plus net, c'est à hauteur du Baïkal pratiquement qu'est placée la frontière. Et à ce moment-là, la vallée de l'Amour, le bassin de l'Amour est complètement perdu pour les Russes. Mais ils ne renoncent pas pour autant. Dès 1697, vers le nord-est, Vladimir Atlasov, profitant des rivalités entre Koryak et Kamtchatka, va réussir à s'installer au Kamtchatka, où on va fonder Petropavlovsk, et ceci donc dès la fin du XVIIe siècle.
La Sibérie sera progressivement explorée jusqu'à un certain point. Au XVIIIe, il y a des grandes expéditions, celle de Pallas notamment. Il y a le retour de Lesseps qui faisait partie de l'expédition La Pérouse et qui est revenu en traversant la Sibérie pour donner des nouvelles de l'expédition. Donc quelques voyageurs russes ou étrangers qui se risquent dans ces immenses espaces, mais si le quadrillage administratif prend peu à peu forme, il est à peu près établi en 1822 grâce au gouverneur Speransky, eh bien l'immensité sibérienne demeure dans une large mesure complètement inconnue. Les choses vont commencer à changer au XIXe siècle parce qu'avec une Russie qui connaît une explosion démographique spectaculaire, hein, on passe de 30 millions d'habitants en 1780 à 90 millions en 1850, il va y avoir une émigration très forte depuis la Russie d'Europe vers la Sibérie, dont les régions les plus accueillantes vont commencer à être colonisées. On a là affaire à une véritable colonisation de peuplement qui commence à s'établir, et dans ce contexte-là, le gouverneur Mouraviev, dès 1847, va prendre des initiatives ou favoriser les initiatives de certains de ses subordonnés pour reprendre la progression vers l'Est. Il faut dire que la situation est favorable puisque la Chine vient d'être confrontée à la guerre de l'opium que lui ont imposé les Anglais, puisque la Chine va être de nouveau confrontée à une coalition occidentale franco-anglaise en 1858-1860. La Russie est en position de force, évidemment, pour présenter un certain nombre d'exigences. Et c'est ainsi qu'en 1850, eh bien, le drapeau russe va flotter sur les rives de l'Amour. Hein, on descend le fleuve, on installe un certain nombre de postes sur son cours, et à la fin des années 1850, eh bien, au moment où la Chine connaît, je l'ai dit, les difficultés, c'est l'époque du sac du palais d'été par les Français et les Anglais, hein, eh bien, Mouraviev de nouveau persiste, hein, et débouchant du cours de l'Amour dans la mer, il va longer les côtes de celle-ci jusqu'à un golfe où il va fonder Vladivostok. Vladivostok qui veut dire le dominateur de l'Orient, hein, qui est tout un programme sur la côte donc du Pacifique. Il va en profiter pour négocier également avec le Japon le partage de l'île de Sakhaline, qui était à peu près vide à l'époque, et qui se trouve au nord de l'archipel nippon. Pendant ce temps, profitant de la faiblesse en cours de la Chine, le comte Ignatiev, qui était l'ambassadeur de Russie, l'ambassadeur du tsar à Pékin en 1860, hein, nous sommes à l'époque du règne d'Alexandre II, il va obtenir la reconnaissance par la Chine des frontières de fait qui ont été établies par la Russie au cours des années précédentes. Hein. Les Russes profitent, comme les autres puissances d'ailleurs, et ça va se confirmer au cours des décennies suivantes, les Russes profitent évidemment de la phase de faiblesse, de la phase de recul de l'Empire chinois, qui à partir de la guerre de l'opium, on le sait, est entrée pratiquement, la Chine est entrée pour 150 ans dans une position absolument catastrophique pour elle, hein. C'est une période c'est la période la plus sombre de son histoire, sans aucun doute, jusqu'à ce qu'à la fin du XXe siècle, elle engage le réveil que l'on sait. Hein. Pour couronner tout cela, en 1891, eh bien, la Russie, il s'agit à l'époque du tsar Alexandre III, va lancer les travaux du Transsibérien, hein, une ligne de chemin de fer de 10 000 km de long, qui va réunir Moscou à Vladivostok. Hein. Première étape pour maîtriser un espace complètement immense, complètement vierge aussi, qui fait rêver. Hein, c'est cette forêt vierge sibérienne, c'est celle qui inspire le capitaine Arseniev quand il nous raconte ses chasses dans la taïga avec Dersu Uzala, qu'a su immortaliser le grand cinéaste japonais Kurosawa il y a quelques années. En tout cas, au-delà de cette vision de la Sibérie, celle-ci va constituer désormais, maintenant qu'elle est passée sous le contrôle russe, un atout
géopolitique et géostratégique majeur pour la Russie, quel que soit le régime de celle-ci. Et c'est évidemment plus que jamais vrai aujourd'hui, à l'époque où Vladimir Poutine imagine la constitution, la formation d'un bloc eurasien dans lequel la Russie, ou la Russo-Sibérie si l'on veut, serait dans une position particulièrement favorable. Merci Philippe. Je vais vous parler de la dernière reine du Portugal, Amélie. Alors elle est un petit peu connue maintenant grâce à Stéphane Bern qui lui a consacré une émission puis un livre, mais jusque-là elle était vraiment tombée dans l'oubli. Alors Amélie, c'est l'arrière-petite-fille de Louis-Philippe. L'arrière-petite-fille, c'est la fille du petit-fils qui s'appelait Philippe d'Orléans, bien sûr, et d'une certaine Marie-Isabelle d'Orléans Montancier. Elle est née, eh bien, forcément en Angleterre, parce qu'il y a la loi d'exil. Elle est née en 1865 à Twickenham. C'est l'aînée de la famille, elle a plusieurs frères et sœurs. Et elle a une enfance pas très drôle parce que le père ne s'en occupe guère, mais ça c'est normal, j'allais dire à l'époque, dans les familles princières, et la mère est plutôt hostile, indifférente, extrêmement sévère envers sa fille, qu'elle n'aime pas beaucoup semble-t-il. Par contre, elle est passionnée de chasse au perdreau et fume le cigare. C'est une femme très virile, vous voyez, un peu, plus qu'une maman. En général, elle va à la chasse, elle tue 2 perdreaux, elle accouche en 1 heure et elle se fait faire une soupe de perdreaux pour se remonter. Et elle remonte à cheval 10 jours après, le genre de la maman. Alors que Amélie, eh bien, c'est une grande perche un peu rêveuse, un peu mal dans sa peau, parce qu'elle fait 1m82, ce qui, à l'époque, pour une fille, c'est pas possible, quoi. C'est un grand cheval, c'est une grande jument. Et elle en est terriblement complexée, parce que, eh bien, une princesse, ça doit être petit, mignon, léger, et elle a des grands bras, des grandes jambes, voilà. Elle n'est pas très jolie, en plus. Mais elle a un teint éclatant, ce qui est déjà ça. Et puis, elle est très gentille et pas idiote du tout, ce qui est déjà ça aussi. Alors, quand elle a 18 ans, on essaye de la marier. Et c'est pas la plus facile à caser. Je parle même pas de son physique, mais bon, c'est une demoiselle de France, c'est une fille de France. Mais qui avons-nous en stock comme fiancée possible à l'époque? Eh bien, elle va faire le tour des cours d'Europe. À Schönbrunn, ça ne marche pas. Un Russe l'intéresse beaucoup, un grand-duc russe. Il est beau garçon, tout ça, ça lui plaît bien. Elle y croit, elle écrit des lettres, on a tout ça. Et puis lui, au dernier moment, non, je ne veux pas me marier. Bon, exit le Russe. Et finalement, inattendu, d'un petit royaume complètement négligé, arrive Charles de Bragance, qui est l'héritier du trône du Portugal. Alors, un choix un petit peu improbable, parce que personne ne s'occupait du Portugal à l'époque. Hein. Franchement, c'était un peu le parent pauvre de l'Europe, mais Bragance, c'est une très bonne famille. Et puis, lui, il est très content à l'idée de se marier avec une fille de France. Donc, voilà, l'affaire va se faire. Alors, il est beaucoup plus petit qu'elle, évidemment. Tout le monde est beaucoup plus petit qu'elle. Et puis en plus, il va grossir énormément. Donc, bon. Mais elle l'aime. Et puis, de toute façon, elle n'a pas le choix. C'est une fille tendre, honnête. Et au début, ça se passe bien. Ils échangent. Elle dit, je suis contente de me marier parce que je suis malheureuse dans ma famille. Et lui, moi aussi, ma mère, oh là là, mais heureusement, vous serez reine à sa place. Ça sera bien fait. Donc, ils ont au moins ça comme terrain commun, et il va y avoir des fêtes de fiançailles au palais à l'hôtel Galliera, qui est l'hôtel Matignon aujourd'hui, absolument incroyable, et 4000 invités, une fiesta qui va durer plusieurs jours, et ça va être tellement délirant, le luxe de cette soirée, de cette journée de fiançailles, que les républicains vont s'émouvoir et vont refaire une loi d'exil, et hop, les parents vont être de nouveau expédiés en Angleterre. Alors ça l'ennuie un peu, mais elle y était pour rien, la pauvre. Hein. Le mariage a lieu en 1886 à Lisbonne, mariage somptueux avec une flottille sur le Tage, elle a l'impression d'arriver dans un royaume de rêve, ce qui n'est pas tout à fait le cas parce que le pays est quasiment en faillite à l'époque et il n'y a plus d'argent, mais le luxe continue
a bien marché. Elle rencontre évidemment la famille et quelques années plus tard, en 1889, le roi Louis Ier meurt et donc voilà Charles Ier du Portugal installé sur le trône et Amélie devient reine. Alors ils ont eu 3 enfants. Le premier qui est son préféré, qui était sûrement un jeune garçon charmant qui s'appelle Louis-Philippe, qui aura un destin tragique, on va voir. Et quelques mois après la naissance de Louis-Philippe, elle est enceinte et tout d'un coup elle sent de la fumée dans le palais où elle résidait. C'était pas à Lisbonne d'ailleurs, c'était un palais en province. Elle se précipite avant tout le monde, sort le bébé in extremis du berceau, que déjà le berceau s'enflammait. Donc elle sauve le bébé, elle est un petit peu brûlée mais pas trop, le bébé n'a rien, mais de saisissement, elle accouche d'une petite fille mort-née, ce qui sera très triste pour elle, une petite Marianne qui va être quand même baptisée et quand même enterrée dans la crypte, la nécropole des Bragances. Et puis, un an plus tard, elle aura un autre fils, Manuel, qui lui va être le dernier roi du Portugal, mais qui n'a pas la qualité du premier fils. Alors, elle essaye d'être une bonne reine. Là, elle se rend compte, elle est une tête politique, elle se rend compte qu'il y a une poussée républicaine très forte, qu'il y a beaucoup d'opposants au roi, et elle essaye de faire le bien. Elle dit, je vais consacrer ma vie à faire le bien. Alors elle commence par créer une société d'aide aux naufragés, parce qu'il y a beaucoup de noyés dans le Tage et dans l'océan, en particulier du côté de Péniche, les vagues sont très très fortes, donc elle aide les naufragés. Elle fait le musée des carrosses, qu'on peut toujours voir, même si maintenant il vient de s'installer dans des locaux tout neufs de l'autre côté de la rue. C'était elle, parce qu'il y avait de magnifiques carrosses. Et puis, et surtout, elle va se lancer dans l'aide aux tuberculeux. Et elle va faire vraiment quelque chose de très très bien, avec tout un réseau de détection. On voit encore aujourd'hui des sanatoriums qu'elle a créés. Et ça, les gens apprécient énormément. Par exemple, elle s'en occupe vraiment, hein, pas uniquement couper les rubans pour inaugurer. Il y aura 72 000 consultations en un an pour détecter des tuberculeux, pour les soigner, etc. Et puis, un jour, ils partent en voyage officiel en France, tout se passe bien. Au retour, ils s'arrêtent dans une maison de campagne, en Alentejo, vont en calèche jusqu'à Lisbonne, arrivent place du Commerce, et là c'est le drame. On est le 1er février 1908, la calèche est attaquée par des assassins qui viennent de la Carbonaria, ils sont à la fois républicains, ésotériques, enfin on ne sait pas trop, ça sévit dans toute l'Europe. Et des coups de feu éclatent. Elle ne comprend pas ce qui se passe. On pense à Jackie Kennedy à Dallas. Elle voit tout d'un coup son mari dont la gorge explose et du sang partout, puis son fils aîné qui est touché, il mettra 20 minutes à mourir. Et le petit Manuel est derrière elle et il est touché aussi. Et elle se jette sur lui pour le protéger. Des petites filles lui avaient donné un énorme bouquet de fleurs et elle matraque à coups de bouquet de fleurs l'assassin. Et elle va sauver Manuel de justesse, mais elle va le sauver. Et on a beaucoup écrit des fleurs et du sang, enfin le bouquet de fleurs plein de sang, etc. N'empêche, le roi est mort, le fils aîné est mort, il avait 20 ans, même pas, et Manuel devient roi, mais il n'a pas du tout la carrure de son frère. Et 2 ans plus tard, ça sera la Révolution, la République. Révolution sans beaucoup de casse, mais enfin, la famille royale est obligée de s'expatrier de nouveau. Angleterre d'abord, puis France. Elle va s'installer au Chesnay, c'est à côté de Versailles, et elle va y passer 40 ans carrément. Et elle est encore très connue au Chesnay. Elle achète le château de Belleville. Elle fait mettre les armes du Portugal et elle a une mini-cour portugaise de quelques fidèles autour d'elle, et elle continue à faire le bien autant qu'elle peut. Elle a créé par exemple une salle paroissiale qu'elle appelle évidemment Fatima, qui existe toujours. Elle fait des dons à l'église et les miséreux savent qu'ils peuvent aller voir la bonne dame du Portugal. Pendant la guerre, Salazar lui propose de revenir au Portugal pour se mettre à l'abri. Elle dit non, je reste en France.
Elle reçoit Pétain avec beaucoup de chaleur. En 1945, elle retourne faire une dernière visite à ce qui était devenu son pays. Elle va à Fatima prier évidemment pour son mari et son fils. Et puis en 1951, elle meurt d'urémie. Elle souffre beaucoup et elle dit c'est pas possible de souffrir autant, que Dieu me prenne vite et surtout ramenez-moi au Portugal. Et c'est ce qui va être fait. Son corps embaumé va être d'abord transporté à la cathédrale de Versailles, puis à la cathédrale à Dreux, dans la chapelle royale, et puis finalement par Brest, le corps va arriver à Lisbonne et elle aura des funérailles d'une reine, alors que c'est une république, et elle sera enterrée à Saint-Vincent-de-Forat avec tous les Bragances. C'est une vie pas si mal que ça, elle a fait ce qu'elle a pu. Et si vous visitez les environs de Lisbonne, vous verrez à Sintra le palais de la Peña, où elle a laissé beaucoup de souvenirs, parce que c'est là qu'elle s'est réfugiée après la mort de son mari et de son fils. Elle aimait peindre la porcelaine, par exemple, on voit ses porcelaines. C'est touchant, c'est quand même un joli personnage de l'histoire qui méritait un petit coup de chapeau. Alors nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui un jeune historien, David Tarot, professeur d'histoire, qui a écrit notamment dans la collection Culture Guide des presses universitaires de France un ouvrage consacré à Vienne et à la Mitteleuropa. C'est donc un spécialiste de l'Autriche, c'est un germaniste, qui a accompagné d'ailleurs récemment le voyage de la Nouvelle Revue d'Histoire organisé avec la société Clio à Vienne. Et je l'ai invité aujourd'hui pour nous parler de François-Joseph, puisque l'Autriche célèbre cette année la disparition de l'empereur François-Joseph survenue en novembre 1916. Alors, David Tarot, François-Joseph, on le connaît un petit peu en France, sous deux aspects, à la fois à travers les films de Sissi, qui ont redonné une certaine actualité, mais qui sont évidemment un peu réducteurs quant à l'approche du personnage. Et puis on connaît aussi le visage du vieil empereur, avec ses favoris et sa moustache, tel qu'il se présente au soir de sa vie durant cette Première Guerre mondiale déclenchée en 1914. Mais François-Joseph, à l'origine, qui est-il et dans quelles conditions va-t-il accéder au trône en 1848? Je crois qu'il faut rappeler d'abord tout cela pour avoir une vision suffisamment complète et cohérente de son parcours. Oui, tout à fait. François-Joseph, il ne faut jamais l'oublier, c'est un règne de 68 ans de règne. C'est plus long que la reine Victoria. Donc entre effectivement les clichés ou les portraits que l'on a en France, le vieux personnage de 1914 ou effectivement le film de Sissi, bon, c'est un personnage qui a traversé une large partie du 19e siècle. Alors, avant qu'il monte sur le trône en 1848, à l'âge de 18 ans, c'est effectivement un jeune prince, un archiduc, qui est en troisième dans la lignée de succession après son grand-père, qu'il a connu jusqu'à 5 ans, si je puis dire. Son grand-père qui est le vainqueur de Napoléon, François II, enfin vainqueur tenace. François II, devenu François Ier, puisque depuis son grand-père avait choisi de faire passer le Saint-Empire ayant été décapité par Napoléon, ayant décidé de créer une entité qui s'appelle l'Empire d'Autriche, donc le numéro François Ier s'imposait. De même que le prédécesseur de François-Joseph, Ferdinand, était en fait Ferdinand Ier pour la même raison, alors que d'autres Ferdinand avaient été empereurs du Saint-Empire. Qui était l'oncle de François-Joseph, tout à fait. Donc il est le troisième après justement son oncle qui succède à son grand-père François en 1835. Et le père de François-Joseph, François Charles,
je dirais, se caractériser par des traits physiques, psychiques assez semblables à ceux de son frère, c'est-à-dire présentant une certaine, non pas déficience, mais certaines incapacités, on va dire. Bon, d'autant que le cas de Ferdinand, ça a été le cas de Ferdinand, surnommé Ferdinand le Bon ou le Débonnaire. C'était un problème médical? C'était un empereur qui, à l'évidence, n'avait pas le charisme nécessaire, avait oui, certaines déficiences. Pas médical en tant que tel, mais de caractère, on dira de caractère. Un empereur faible, je dirais, qui a eu la chance de bénéficier d'un personnage assez exceptionnel, Metternich ayant gouverné, patronné l'essentiel de son règne, hein, comme ça avait été le cas sous François. Donc le problème étant qu'en 1848, la situation devient convulsive, devient troublée, si je puis dire, puisque va éclater un phénomène parti de Paris, hein, c'est un phénomène européen en réalité. Vienne va se trouver dans une dynamique révolutionnaire partie des bords de la Seine. Et d'Italie aussi. Et d'Italie, enfin, qui va vraiment balayer toutes les grandes capitales d'Europe, à l'exception de la Russie et de l'Angleterre, et qui va donc toucher le cœur de l'Empire Habsbourg. Donc nous avons cet empereur Ferdinand, hein, qui gouverne et qui va être confronté à la situation, et puis surtout son Premier ministre Metternich. Parce que ce qu'il faut voir, c'est que dès le 13 mars éclate une émeute à Vienne, 13 mars, 1848, le 13 mars 1848, qui n'est pas un jour anodin, puisque c'est le jour anniversaire de la naissance de Joseph II, vénéré par les révolutionnaires. Donc ils choisissent de mettre... Il faut rappeler pour nos téléspectateurs, l'empereur Joseph II, qui avait régné de 1780 à 1790, et qui était le fils de l'impératrice Marie-Thérèse. Fils de Marie-Thérèse, mais qui était un peu le modèle du despote éclairé, attaché aux idées des Lumières. Et effectivement, tous ceux qui se présentaient comme des défenseurs des idées libérales en 1848 se reconnaissaient plutôt dans cette personnalité-là. Voilà, tout à fait. Et donc des barricades sont dressées à Vienne, à Prague, en Hongrie et également en Italie. Et les étudiants viennois, la bourgeoisie libérale et les classes populaires se joignent pour essayer de faire donner du corps à ce mouvement révolutionnaire, donc parti des différentes contrées de l'Empire. Alors l'impensable se produit, la révolution éclate à Vienne, au cœur de l'état policier mis en place par Metternich. C'est tout de même, et ce qu'il convient de préciser d'emblée, c'est qu'en réalité, ce qui est mis en cause n'est pas tant la dynastie ou la monarchie, que la cible en fait est clairement désignée en latin par les étudiants pereat Metternich, c'est-à-dire que péris Metternich. Là, il y a l'idée d'en finir avec quelqu'un qui a été quand même près de 33 décennies à la tête d'une Autriche, qui a mis en place la Sainte Alliance, un équilibre conservateur dans toute l'Europe, fondé sur le rejet du libéralisme, les revendications nationales, etc. Donc voilà, on arrive au terme d'un petit cycle qui a couvert tout le premier 19e siècle, et la révolution éclate dans Vienne, la contagion a pris. Alors on connaît l'épisode de la fuite sans gloire de Metternich dans une voiture de blanchisseuse le 15 mars. Humiliation, là. Humiliation qui va prendre la route de l'exil vers Dresde, puis avant de gagner l'Angleterre. Et vous avez donc un pouvoir presque vacant avec cet empereur impotent. D'autant que l'empereur cède sur toute la ligne de revendication des révolutionnaires. Donc à l'évidence, sans résultat à l'arrivée, puisque que ce soit en Hongrie, à Prague ou en Autriche, il n'y a pas de résultat conséquent. Ce deuxième soulèvement intervient peu de temps après. Et on se rend bien compte que le pouvoir en place ne fait que sauver les meubles sans aucun résultat. Et ce qui sauve en fait l'Empire, c'est l'armée. Voilà. Pendant cette année 48, c'est l'armée de Radetzky, de Windischgrätz, qui va réussir à rétablir un début d'ordre. D'autant qu'une deuxième vague révolutionnaire va arriver de Paris à partir de juin 1848, et le schéma de la révolution parisienne va se reproduire en Europe centrale, à Vienne, avec la férocité de la répression, effectivement, le rôle militaire d'hommes à poigne qui vont réellement opérer un redressement spectaculaire. Alors à Prague, dans un premier temps, avec Windischgrätz, le général Windischgrätz.
Et puis l'Italie. Alors, il est intéressant là de souligner le rôle du jeune François-Joseph, âgé de 17 ans, en avril 1848. Il n'a même pas encore 18 ans. Il se retrouve... il est nommé gouverneur de Bohême. Mais sa mère préfère l'envoyer en Italie, où il est confié aux soins de l'armée. C'est d'ailleurs aux côtés du général Radetzky qu'il connaît son baptême du feu à la bataille de Santa Lucia le 6 mai 1848. Donc vous avez un jeune empereur qui très tôt d'ailleurs a été séduit par le métier des armes. À 13 ans, il a reçu un brevet de colonel, tout en se passionnant également pour la chasse. Il avait également une éducation politique par Metternich lui-même, avec l'idée d'un refus du libéralisme. Donc il y a l'arrière-plan qui est toujours bien présent. À ce moment précis, si vous voulez, François-Joseph, il est comme sa mère, la princesse Sophie de Bavière, il est un farouche partisan de l'écrasement de la Révolution par l'armée. Hein. Il est dans cette ligne-là, et il va satisfaire, je dirais, à cette thématique, puisqu'on va rapidement se rendre compte que il y a des généraux à poigne, mais il reste le problème de l'empereur. Voilà, reste le problème de l'empereur. Et nous sommes Alors, il y a un ultime soubresaut révolutionnaire qui va être extrêmement violent en octobre, le 6 octobre 1848 à Vienne, où là, c'est particulièrement violent. Je dirais qu'on est dans l'acmé de la violence, avec le ministre de la Guerre, Latour, qui est pendu à un réverbère de Vienne, son corps subissant des mutilations atroces. Vous avez un degré de violence assez inouï qui aiguise, je dirais, d'autant que Windischgrätz, qui a excellé à Prague, va utiliser la même tactique contre-révolutionnaire en bombardant donc les lieux stratégiques révolutionnaires dans Vienne, où là, ça aiguise tout de suite le souvenir des bombardements de Napoléon en 1809. On retrouve des niveaux d'intensité comparables. Et donc, le 31 octobre, les révolutionnaires capitulent, jettent les armes. Et nous avons une situation redressée. Redressée également en Italie, avec la célèbre entrée du général Radetzky à Milan, qui donnera lieu à la célèbre marche de Johann Strauss père, qui était plus conservateur voilà, qui, est-il besoin de le rappeler, clôture tous les ans, depuis 1939, le concert du Nouvel An à Vienne. Et tout le monde applaudit et tape dans les mains. Parce que la tradition perdure à Vienne. On célèbre encore nous sommes un pays où on célèbre encore les victoires du passé. C'est très bien. Et donc, la question en cette fin d'année 1848 se pose, qui est de l'homme capable de tenir les rênes de cette révolution qu'il faut mater. Et nous arrivons en décembre 1848, où suite à ce mouvement quand même très violent qui a eu lieu à l'automne 1848, toute la famille impériale, la cour, y compris François-Joseph, se sont retranchés en Moravie, à Olmütz, exactement comme l'avait fait la cour impériale à l'époque de Napoléon en 1805, dans la forteresse des princes archevêques d'Olmütz. Et c'est là que François-Joseph va être intronisé. Alors donc symboliquement, il n'est pas intronisé à Vienne, il a d'emblée une revanche à prendre, je dirais, avec l'histoire, puisque c'est pas dans le lieu de la cœur de la capitale qu'il est intronisé, mais c'est donc à Olmütz. Il choisit symboliquement le prénom François-Joseph, tout le monde, contre toute attente, tout le monde s'attendait à François II et François-Joseph, parce que sans doute le réformateur Joseph, l'idée est quand même dans son esprit. Dans son esprit, et j'ajouterais qu'il prend comme devise une Viribus Unitis, c'est-à-dire avec nos forces unies. Voilà, pour assumer un destin qu'il sera mené, je dirais, avec d'une main ferme, lucide et pendant plus de 60 ans. Alors, juste d'un mot pour clôturer cet épisode qui, quand même, s'est terminé à l'été 1849, un épisode révolutionnaire qui a marqué quand même toute cette génération. Qui se termine avec l'écrasement de la révolte hongroise. Ça a commencé à une échelle européenne, ça se termine également à une échelle plus ou moins européenne, puisque François-Joseph accepte in fine pour vaincre l'ennemi qui était devenu le redoutable maître de la Hongrie, qui était Lajos Kossuth, avec des pouvoirs quasiment dictatoriaux. Là, il n'hésite pas à faire appel à l'aide du tsar Nicolas Ier, qui lui avait déjà proposé une aide à l'été 1848. Et donc là, c'est un dispositif en tenaille qui va, je dirais, terminer la reconquête, contre-révolutionnaire plus exactement, sur la Hongrie. Et ultime, je dirais, détail qui a toujours son importance,
Lajos Kossuth, suite de la bataille de Sigil Oara, enfin en Transylvanie, Tigil Oara a décidé a fait en sorte que son ministre qui s'exile avec lui vers la Turquie cache, ou je dirais fasse disparaître la Sainte Couronne de Hongrie, de façon à ce que François-Joseph ne puisse revendiquer son titre de roi de Hongrie. Et voilà. Alors elle sera retrouvée sur le Danube en 1854. Voilà. Et alors François-Joseph, le voilà donc installé sur le trône dans des conditions, on le voit, difficiles. Il y a un épisode évidemment très important, c'est celui de son mariage. Oui, en 1854, bien sûr, nous y faisions allusion par le biais du cinéma au début de l'émission. Bien sûr, en 1854, François-Joseph, donc, qui a 24 ans, hein, il est né en 1830, François-Joseph va épouser Élisabeth de Bavière, Élisabeth de Bavière qui va devenir l'impératrice Élisabeth d'Autriche, alors plus connue sous le nom de Sissi. Mais c'est un mariage imprévu, puisque initialement, la mère de François-Joseph, Sophie, avait prévu en fait que ce soit plus la sœur aînée de Sissi qui devienne l'impératrice, l'épouse de François-Joseph. Et dès la rencontre avec, en fait, il a rencontré la famille bavaroise, princière bavaroise, et il s'est tout de suite épris de Sissi. Il est tombé amoureux de la petite sœur, et dès le lendemain, il écrit et annonce à sa mère qu'il souhaiterait voilà. Elle était très jeune. Oui, tout à fait. Elle est... Et donc voilà, un couple, un princier qui aura une renommée extraordinaire s'installe à Vienne, avec, bon, ce qu'on peut dire, c'est que c'est un mariage d'amour. François-Joseph est éperdument amoureux. Alors c'est plus compliqué pour Sissi, parce qu'évidemment elle a pas eu je dirais la rigueur d'éducation de l'étiquette de la cour viennoise. Il y a d'emblée un heurt évident entre surtout la belle-mère Sophie et qui n'est pas facile, et la belle-fille. Bon, qui n'est pas tout à fait reproduit à l'authentique dans le film, mais qui en tout cas est indiscutable, a d'emblée heurté la sensibilité de Sissi, c'est évident. Et là, il faut souligner le rôle de François-Joseph qui a toujours cherché à, je dirais, satisfaire les demandes de son épouse princière, et tout en ne cherchant pas non plus à le conflit avec sa propre mère. Voilà. Et alors, qu'est-ce qu'elle a représenté, Sissi, pendant le règne? Quels sont les points importants sur lesquels on pourrait s'arrêter à son propos? Alors voilà, Sissi, en fait, puisque bon, ça nous amène à travers ce thème, à continuer l'histoire géopolitique, puisque effectivement la Hongrie va être au cœur de je dirais, du destin de Sissi et de François-Joseph. Donc en fait, Sissi va tenir une sorte de revanche en quelque sorte, c'est-à-dire que la mal-aimée à Vienne va trouver un exutoire affectif et même politique et populaire en Hongrie, et où elle va être véritablement adulée, il faut bien dire, honnie en Autriche, ce qui n'est pas exagéré de le dire, Même du peuple qui n'était pas sensible. Disons surtout de la cour, des milieux princiers, courtisans, tout l'espace curial, quoi, et politique. Hein. Alors François-Joseph a été plus que clément, si je puis dire, puisque la Villa Hermès, à côté de, quelques encablures de Schönbrunn, a été réservée à Sissi de la part de son mari, pour qu'elle puisse avoir un espace à elle, si je puis dire. D'autonomie, comme le petit Trianon pour Marie-Antoinette. Voilà, sauf que là c'est beaucoup plus perceptible. Hein. C'est une princesse qui a quand même une personnalité assez, je dirais, atypique, hein, dans le contexte de ce 19e siècle très corseté, un 19e siècle victorien par bien des côtés, mais on a encore l'héritage de Marie-Thérèse dans la cour viennoise. Hein. Et elle prend beaucoup d'autonomie, elle monte à cheval d'ailleurs remarquablement en Amazone, au Prater, on l'appelle l'Amazone du Prater. Elle a beaucoup de charme, beaucoup de tenue, je dirais, hein, mais elle va en fait
elle va prendre de plus en plus ses distances avec son mari par la force des choses. Bon, son mari est très occupé à, je dirais, un arrière-plan géopolitique par ailleurs, hein, et intervient, alors pour parler de la Hongrie, parce que la Hongrie, on est obligé de revenir à l'histoire du milieu du 19e siècle, là, pour Vienne et François-Joseph. Elle contribue à la solution que l'on va trouver avec la Hongrie. Alors, une solution de compromis avec la Hongrie qui est en fait le résultat d'un bouleversement géopolitique absolument considérable en ce milieu du 19e siècle, ce que j'appellerais la grande bissectrice géopolitique du 19e siècle en Europe, c'est-à-dire le moment où l'Autriche va perdre sa prédominance dans le cœur de cette Mitteleuropa Europa germanique au profit justement de la nouvelle puissance montante qui est la puissance prussienne. Alors l'année fatidique, c'est celle de 1866. 1866, où il y a la même année la perte de la Vénétie en Italie et le désastre simultané de Sadova, bataille engagée en juillet 1866. Königgrätz, donc un peu plus au nord, là, entre l'Autriche et la Prusse. Et vous avez donc là le destin qui scelle, je dirais, le sort de la monarchie. Une page de l'Autriche est tournée, c'est-à-dire que François-Joseph avait réussi tant bien que mal à rétablir la Confédération germanique de 1815 à son profit après la reculade d'Olmütz en 1850 face à la Prusse, mais c'était une victoire en trompe-l'œil. Face à une Prusse revancharde, il n'a pas, je dirais qu'il a entretenu une illusion, celle de gouverner les rênes de l'espace central européen comme sous Metternich, mais ce n'était qu'une illusion en quelque sorte. Parce que là, on a en même temps la réalité de l'impressionnante supériorité tactique prussienne qui vient... Le rapport des forces a complètement changé. Voilà, qui vient remettre en perspective les rapports de force militaires. Et là, la conséquence immédiate pour l'Autriche, elle est double. Je dirais que dans un premier temps, il s'agit, la nécessité d'un compromis avec la Hongrie s'impose, puisque ça rééquilibre géopolitiquement je dirais l'ossature de la région de la Mitteleuropa, et puis surtout l'Autriche désormais va s'ancrer sur l'artère danubienne et s'étendre le plus loin possible vers les Balkans. Il s'agit désormais d'avoir une influence vers le sud-est européen, contre d'ailleurs, alors là où a reculé depuis déjà de nombreuses décennies l'Empire ottoman, l'homme malade, mais où il y a de nouveaux adversaires potentiels, notamment, on le verra, la Serbie. La Serbie qui, voilà. Alors concernant la Hongrie, ce compromis de 1867, c'est vrai qu'il se produit un miracle, ce 8 juillet 1867 à Budapest, et là il faut souligner le rôle politique de Sissi. On garde notre sujet d'il y a un instant. Là c'est elle indiscutablement qui a joué un rôle politique auprès des instances, je dirais, dirigeantes autrichiennes, enfin servant plus que d'intermédiaire entre Vienne et Budapest. Et elle va assumer ce rôle merveilleusement et admirablement. François-Joseph lui en sera gré jusqu'au bout. Et il y a là pour le moins d'ailleurs une ironie de l'histoire. Lorsque ce 8 juillet 1867, le Andrássy, le vice-roi hongrois, pose la couronne de Saint-Étienne sur la tête de François-Joseph, lequel Andrássy avait été condamné à mort 19 ans plus tôt. Voilà. Donc il y a une pacification des rapports entre la Hongrie et l'Autriche qui va être... Et on retrouve là le temps long de l'histoire. Marie-Thérèse d'Autriche avait bénéficié de la même entente, miraculeuse d'ailleurs. Le point commun qu'on peut d'ailleurs faire, je dirais, entre François-Joseph et Marie-Thérèse, c'est que tous les deux souverains, enfin la souveraine et son arrière-arrière-grand-mère et lui, finalement, sont montés sur le trône à un moment où il ne faut pas se cacher la vérité. Le trône était sérieusement menacé. Voilà. Donc le compromis est... Voilà. Et on va voir naître la double monarchie austro-hongroise qui remplace l'Empire d'Autriche et qui va trouver un nouvel équilibre, même si demeure le problème des minorités slaves à l'intérieur de cet empire. Alors il y a une autre question qu'il faut poser à propos de François-Joseph, c'est la disparition de Rodolphe, l'assassinat ou le suicide de Mayerling. Quel est votre... quel jugement portez-vous sur l'épisode ? Là, je renvoie, je dirais, bibliographiquement à la remarquable ouvrage de Jean Descartes. Je pense qu'il a bon, c'est difficile parce que bon, il reste lui-même reste très ouvert sur même si je dirais que c'est assez complexe comme situation. Ça tient au personnage, je dirais, de Rodolphe, qui était un personnage un peu dans
enfin, qui était forcément dans l'ombre de son père, puisque son père avait la main mise sur le... Il annonce à bien des égards d'ailleurs le rôle que pourra avoir plus tard François Ferdinand dans un autre style, hein, dans un tout autre style. Bon, Mayerling, c'est un mythe, c'est un film aussi d'ailleurs, hein, avec Omar Sharif. Donc là encore, on a nourri l'imaginaire, je dirais, de matière autrichienne. Bon, je n'ai pas, pour répondre à votre question, je n'ai pas d'idée arrêtée sur le, parce que je pense que bon, la thèse du suicide pourrait paraître convaincante. Oui. Il était quand même fragile psychologiquement. Oui, mais je dirais que rien n'est exclu. On ne peut pas exclure, je dirais, d'autres scénarios qui sont développés dans les thèses de Jean Descartes, soutenues. Voilà. Mais bon, je dirais que bon, en fait, derrière le personnage de Rodolphe se profile, je dirais, le sujet central qui se pose à l'époque. Est-ce qu'il faut réformer l'État autrichien est-ce qu'il faut l'orienter vers une certaine libéralisation, vers une certaine, même, vous parliez des populations slaves, alors François Ferdinand reprendra ça avec plus de... Vers un triisme voilà. Au lieu du dualisme austro-hongrois. Bon, et puis il y a aussi l'influence de courants libéraux qui proviennent de l'Occident, enfin de différentes cours, ou chancelleries européennes, qui ont indiscutablement, je crois, pesé à Vienne à l'époque. Enfin, tous les courants sont présents à Vienne. Et pour en terminer, François Ferdinand, assassiné à Sarajevo, comme l'on sait, était-il quelqu'un qui aurait pu constituer une alternative pour transformer l'Empire austro-hongrois et lui permettre de survivre, hors l'hypothèse de la guerre, évidemment. Oui, alors François Ferdinand, je pense, c'est un personnage qui avait peut-être qui pouvait avoir une certaine aura, du moins une personnalité intéressante. Alors précisons d'emblée que les relations entre François-Joseph et François Ferdinand quand même étaient assez exécrables d'un certain point de vue. Bon, il y a eu une tension. À Vienne d'ailleurs, François Ferdinand sera pas reclus parce que il aura ses quartiers, je dirais, au Belvédère, hein, donc avec toute sa camarilla. Donc il y a des clans qui s'organisent. Diplomatique ou autre. Oui, c'est un personnage qui aurait pu, je pense, jouer un rôle certain, ça me paraît évident. Notamment dans cette modernisation, mais dans un sens tout à fait louable de la monarchie. Oui, en faisant une place à l'élément slave. Il était marié d'ailleurs à une princesse tchèque. Sophie Chotek, absolument, qui sera assassinée le même jour que lui à Sarajevo. Et je pense que c'était peut-être la perception la plus lucide, de façon avancée, de façon souple politiquement dans l'Empire. Mais merci David Tarot de tous ces éclairages concernant la monarchie habsbourgeoise. Je signale à nos téléspectateurs qu'ils retrouveront ces questions, au moins en partie, dans le numéro de la Nouvelle Revue d'Histoire qui sortira le 1er novembre et dont le dossier sera consacré à la Hongrie. Donc le rendez-vous est pris et à la semaine prochaine.